Je suis très heureux d'accueillir pour ouvrir cet après-midi Chanty Bobin, qui est sous-directrice des affaires financières multilatérales et du développement, et qui a accepté de remplacer au pied levé, et on leur remercie encore une fois, William Ross. Et donc Chanty Bobin va essayer de nous dresser ce panorama de l'architecture financière et des engagements de la France en matière de sécurité alimentaire et de développement agricole. Je vous laisse prendre place au pupitre et encore merci. Bon, eh bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis impressionnée d'être parmi vous avec une assemblée que je ne connais pas, mais à qui je vais essayer d'expliquer ce qu'on fait côté ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Je tiens d'abord à remercier la Fondation Farm pour nous avoir invités à votre événement. Je vais vous dire ce qu'on fait au ministère et plus particulièrement à la Direction générale du Trésor sur les sujets du financement du développement, qu'on appelle aussi maintenant l'investissement solidaire et durable, et qui sont des sujets sur lesquels nous nous investissons beaucoup et qui nous tiennent à cœur. Je tiens à excuser effectivement Monsieur William Ross, chef du service des affaires multilatérales et développement, qui a eu un imprévu cet après-midi. Alors d'abord, je voulais vous dire un petit mot pour nous situer, pour dire pourquoi le ministère des Finances s'intéresse au sujet de développement et pourquoi il s'intéresse aussi à vos débats et pourquoi il est important pour nous d'être là cet après-midi. Je voudrais dire qu'on travaille en trio avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères que vous avez vu ce matin et aussi avec l'Agence française de développement que vous verrez en conclusion ce soir ou en fin d'après-midi. On forme un peu un trio, les deux ministères ont réfléchi et ont défini bien sûr, en suivant les orientations politiques, les grandes lignes de notre politique de développement de la France, et puis l'Agence française de développement est le principal acteur, et ce n'est pas le seul, mais le principal acteur qui déploie cette politique et cette aide bilatérale sur le terrain. Mais la particularité peut-être du ministère des Finances, c'est qu'on travaille avec beaucoup de banques multilatérales de développement, beaucoup d'instruments financiers, de fonds. Donc je vais en citer quelques-uns, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque interaméricaine de développement, ou encore le FIDA, le Fonds international de développement agricole, que vous avez vu aussi, vous avez vu représentant ce matin, et je y reviendrai tout à l'heure. Et donc, ces organismes, ces banques multilatérales, ces acteurs internationaux, ils interviennent sur un champ très large. La bonne gouvernance publique, la gestion des finances publiques, forcément, ça m'intéresse particulièrement vu du ministère des Finances, mais aussi les infrastructures, l'eau, l'assainissement, l'énergie, et les problématiques qui vous intéressent aujourd'hui, qui sont celles de la transformation des systèmes agricoles et de la sécurité alimentaire. Donc, d'abord, peut-être un petit mot pour rappeler des chiffres de contexte, mais que vous connaissez encore mieux que moi. C'est les chiffres pressants, presque oppressants, je vais dire, des enjeux de sécurité alimentaire au niveau mondial. Là, j'ai quelques chiffres. En 2023 ou début 2024, on a encore la faim et la pauvreté qui, et vous serez d'accord, qui sont inacceptables, qui touchent près de 800 millions de personnes. J'ai aussi dans mes notes qu'on a plus de 2 milliards, même 2,4 milliards de personnes qui, ces dernières années ou sur une année, n'ont même pas accès à une alimentation suffisante avec une quantité nutritionnelle qui leur permet de vivre bien. Et puis aussi à la faveur, si je peux y dire ça, ou en tout cas à cause plutôt des crises qu'on a connues ces dernières années, la crise du Covid et ensuite la guerre d'agression de la Russie en Ukraine, on a encore un nombre plus élevé de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë au niveau mondial, en raison d'une combinaison de facteurs, ces facteurs géopolitiques, mais aussi l'impact du changement climatique, les pressions inflationnistes qu'on a connues récemment. Et puis, face à ça, bien sûr, les États ont parfois du mal à répondre ou ont des marges de manœuvre budgétaires qui se rétrécissent. Donc, comment faire et comment pouvez-vous aussi nous donner de bonnes idées pour réussir à mieux concilier agriculture, système agricole, les filières,
les entreprises, tout ça en faveur d'une agriculture durable, résiliente et permettant aussi une meilleure alimentation mondiale. Alors, pour faire face à ces défis, là, j'en ai cité quelques-uns, bien sûr, on pense d'abord au financement et au financement public. Alors, les montants en jeu, pour répondre à l'ODD numéro 2, qui doit être un de vos objectifs de développement durable, alors, je ne sais pas si c'est préféré, mais un que vous connaissez bien, puisque c'est l'objectif de développement durable, mettre fin à la faim, faim zéro, améliorer la nutrition, promouvoir une agriculture durable, etc. Donc, rien que pour un seul objectif de la communauté internationale, il faut déployer des milliards, des dizaines, des centaines de milliards de financement. Mais en fait, ce n'est pas qu'un sujet de financement, c'est aussi un sujet d'acteurs, de coordination entre les acteurs, d'interaction entre financement public et financement privé. Et ça, c'est un sujet qui nous intéresse, qui nous préoccupe, sur lequel on essaye de travailler, de trouver des solutions, et je pense que c'est aussi un sujet qui vous intéresse. Pour en revenir un petit peu à quelques chiffres, donc face aux défis très importants, on a par exemple en 2022 un chiffre d'aide publique au développement au niveau des grands donneurs du comité d'aide au développement qui s'élève à plus de 200 milliards d'euros. C'est déjà une somme conséquente. Et dans ces financements, dans cette aide publique au développement, comme on l'appelle, la France est le 4e contributeur avec plus de 15 milliards d'euros en 2022. Donc c'est un effort conséquent. Et on peut donner un ordre de grandeur aussi sur les montants alloués au secteur agriculture, sécurité alimentaire, stricto sensu, comme on dirait, on est aux alentours de 1 milliard. Et je crois que mes collègues du ministère des Affaires étrangères ont aussi souligné ce montant. Donc la France, au sein de tous les donneurs internationaux, c'est le 4e, elle joue un rôle important. Et puis aussi, je veux juste rappeler que, mais vous le savez sans doute, qu'une de nos grandes priorités, c'est l'Afrique et l'Afrique subsaharienne, et que dans un moment où les enjeux, les défis, notamment avec la guerre en Ukraine, se multiplient, malgré tout cela, la France répond ou présente le plus possible sur tous les continents, et notre aide à l'Afrique n'a pas baissé en 2022, elle a même augmenté, puisqu'on est passé pour l'Afrique subsaharienne à plus de 3,5 milliards d'euros. Donc voilà, mais après un peu ce cadrage global, je voulais revenir sur quelque chose dont vous avez sans doute déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle un nouveau pacte financier mondial et le 4P, le pacte de Paris pour les peuples et la planète. Alors, comme je vous le disais, il y a, pour répondre aux défis des ODD, il y a l'importance des financements publics et de l'aide publique au développement. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi une impulsion à la fois nationale, internationale, multilatérale pour entraîner tous les autres, si je puis dire, entraîner les autres États, les autres acteurs multilatéraux et aussi tous les autres partenaires et les autres financeurs potentiels, notamment le secteur privé. Et voilà un petit peu comment je résumerais la philosophie de ce qu'on essaye de porter, nous, Direction du Trésor, ministère des Finances, mais plus globalement tous les acteurs français qui interviennent dans nos discussions au niveau international, donc par exemple au niveau du G20, mais aussi c'est ce qui a conduit en partie à la tenue du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est tenu en juin 2023. Et là, ce sommet, je ne vais pas revenir sur tous les détails, ni même vous décrire vous lire toute la déclaration associée, ça vous pourrez le faire en regardant, en cherchant sur Internet, mais je pense ce qui est important, c'est que ce sommet, il avait cette idée de donner une impulsion financière et de regrouper des acteurs tous importants, tous différents et tous complémentaires. Donc il y avait des chefs d'État, des représentants d'organisations internationales, des banques de développement, des chefs d'entreprise, des représentants de la société civile. Alors, je ne sais pas si je peux dire que c'est un petit peu comme vous, là, comme l'audience qui est là devant moi aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment le reflet de cette volonté de mettre ensemble les acteurs, de réfléchir un petit peu en dehors du cadre habituel et d'essayer de combiner les financements publics et les financements privés
grâce à la mise en œuvre de ce pacte de Paris pour les peuples et la planète. Donc là encore, je vous dis, je ne veux pas vous citer tous les items et tous les principes directeurs de ce pacte, mais il y en a un qui me semble important, qui est le 4e, qui dit qu'il faut que l'effet de levier soit accru pour démultiplier et mobiliser davantage les financements privés sur les enjeux planétaires. Et je pense que l'enjeu de l'amélioration des systèmes agricoles, de la résilience et de la sécurité alimentaire en fait partie. Donc voilà, il y a 2 grandes lignes qui nous animent et qui constituent nos lignes d'action pour la mobilisation internationale et l'évolution de l'architecture financière internationale, comment utiliser au mieux les financements publics d'une part, comment réussir à faire effet de levier, à mobiliser le plus les financements privés d'autre part. Et puis il y a aussi, j'allais dire, entre les deux, ou en complément, toute une série d'initiatives qu'on essaye de porter pour dégager des marges de manœuvre financières. Et donc ça, la France s'est beaucoup impliquée depuis 2020 jusqu'en juin 2023, et c'est un travail continu qu'on fait. Je vais vous donner 3 exemples. On s'est énormément impliqué pour qu'il y ait 100 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux du FMI qui soient redirigés vers les pays les plus vulnérables, en gros pour pouvoir faire des financements supplémentaires pour les pays les plus vulnérables. On travaille aussi beaucoup au sujet du traitement de la dette, et notamment de la dette des pays à faible revenu. Donc ça demande beaucoup d'énergie, de coordination internationale pour essayer de traiter au mieux les défis de la dette. Et on a eu 2 exemples, par exemple, de traitement par le Club de Paris et par le G20. Je peux citer le traitement du Tchad et le traitement de la dette de la Zambie également. Et puis un 3e exemple, c'est ce qu'on appelle les CRDCs en anglais, mais en français, c'est les clauses de dette résilientes au changement climatique. Et donc en gros, ces clauses, c'est des nouveaux instruments qu'on met dans les prêts que certains donneurs, ou en tout cas certaines entités font, pour pouvoir suspendre le service de la dette en cas d'événements climatiques très importants, très graves et extrêmes. Et donc ça, ces clauses, c'est aussi une innovation importante financière que nous, ministère des Finances, on met déjà en œuvre dans nos prêts qu'on fait aux pays en développement, qui seront aussi bientôt mis en œuvre par l'Agence française de développement et qui sont mises en œuvre dans d'autres banques comme la Banque africaine de développement ou la Banque mondiale. Plus globalement aussi, je voulais vous dire un mot de l'agenda qu'on porte au niveau des banques multilatérales de développement. Alors, je crois que ça passe mieux en anglais, donc je vais le dire en anglais. On essaye de porter un agenda qui est résumé par les mots better, bigger and more efficient, donc avoir des banques meilleures, plus grosses pour faire plus de financement et plus efficaces. Et là, pour aller assez vite, peut-être, je dirais que le meilleur, c'est d'essayer de voir comment on peut améliorer les projets, parfois même en faire des plus petits, avec beaucoup d'impact. On dit aussi que ces projets aient un effet transformatif. Voilà, on a finalement des ressources, même des banques ou nos ressources publiques qui sont limitées, donc comment faire pour les utiliser à meilleur escient, au meilleur escient si je puis dire. Et ensuite, une fois qu'on a réussi ces bons projets, on peut les répliquer avec des financements publics, avec des financements mixtes, donc en mélangeant finances publiques, finances privées. Et puis aussi, pour passer à l'échelle, ensuite, il faudra, si ces projets sont des vrais succès et ont aussi un modèle économique qui le permet, que ces projets puissent être financés par le secteur privé. Donc voilà, en fait, c'est toute cette chaîne de raisonnement qu'on essaye de développer de manière, j'allais dire, théorique et pratique. Et bien sûr, toute cette philosophie, ça a vocation aussi à bénéficier au secteur agricole et à la transformation des systèmes alimentaires. Alors, peut-être je voulais vous dire un mot un peu plus précis sur ce qu'on soutient en matière agricole. Rappelez qu'en 2022, la France a beaucoup travaillé avec le Programme alimentaire mondial et le FIDA, on le fait toutes les années, mais on l'a fait particulièrement en raison de la guerre d'agression de la Russie en Ukraine, et ces grandes perturbations nous ont amenés à travailler encore plus sur ces enjeux de vulnérabilité des systèmes alimentaires mondiaux. Avec le FIDA, là encore vous en avez déjà parlé ce matin, mais je voulais dire que la France
en 2023 et encore en 2024, et avec l'Angola, le champion de la reconstitution du FIDA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un pays qui a passé beaucoup de temps avec les autres pays à essayer de les convaincre de contribuer à ce Fonds international de développement agricole. C'est un pays qui a organisé, nous avons organisé en mi-décembre dernier une réunion internationale à Paris avec des témoignages, avec bien sûr les équipes du FIDA. Et puis là, les pays ont commencé leur tour de table pour dire combien ils vont mettre sur la table pour aider à faire en sorte que le FIDA ait un programme de travail très ambitieux, pour que le FIDA puisse avoir un programme à hauteur de 10 milliards de dollars pour faire effet de levier sur ses contributions. Et la France a annoncé à cette occasion qu'elle mettrait 150 millions de dollars, qui va donner, on espère, un pot commun qui aujourd'hui s'élève déjà à 1 milliard de dollars. On voudrait que les contributions de tous soient encore plus nombreuses, et puis qu'on arrive à déployer ensuite 10 milliards de projets du FIDA. Là aussi, on a porté des objectifs très ambitieux. Je dirais qu'ils peuvent se résumer en 2 éléments. Une attention très forte portée à l'action climatique, et une attention aussi très forte portée aux pays d'Afrique subsaharienne. Alors, je suis peut-être un peu trop long, mais vous... Non oui, donc je vais peut-être vous donner 4 exemples pour finir de ce qui nous semble important, et peut-être ça, vous allez en parler ensuite dans vos ateliers, notamment dans les ateliers comment mieux mobiliser le secteur privé. Pour dire qu'au niveau des outils, là aussi on essaye d'être innovant. Par exemple, le ministère des Finances essaye de dérisquer, comme on dit, Proparco, donc la filiale de l'AFD qui intervient pour le secteur privé, pour qu'elle puisse faire des investissements plus risqués à fort impact en faveur de la sécurité alimentaire. Et on a un exemple, par exemple, avec le financement d'un institut de microfinance au Cameroun. On essaye aussi de favoriser l'innovation, puisqu'on finance de manière conséquente le Fonds d'innovation pour le développement, le FID. Je ne sais pas si vous connaissez cette institution qui est logée à l'AFD, qui est présidée par Esther Duflo, notre prix Nobel d'économie et d'économie du développement, et qui cherche aussi à avoir cette approche un peu bottom-up, des petits projets, des projets qu'on n'a pas l'habitude de voir, de très petite taille, et de faire le développement ou l'innovation du début, du prototype jusqu'à la mise en œuvre. Et donc ça, c'est intéressant, et ça peut être intéressant aussi en matière agricole et alimentaire. On a des projets par exemple en Tanzanie, au Kenya ou au Maroc. Et puis je voulais citer aussi un autre programme qu'on finance, qui est le programme de renforcement des capacités commerciales. Et là, rapidement, je voulais citer une facilité pour le développement des indications géographiques qui a été confiée au CIRAD, qui est peut-être d'ailleurs présent dans la salle et qui est un partenaire également important de la politique de développement de la France. Dernier mot, je voulais vous dire qu'en 2023, on a rénové la politique de coopération internationale et de développement de la France en disant qu'il fallait avoir une double approche, une double logique, à la fois, bien sûr, aider les pays en développement, faire des projets à fort impact, et aussi promouvoir le savoir et les savoir-faire français. Et donc, cette double approche, elle est très importante, et on la promeut et on la met en œuvre avec un outil aussi du ministère des Finances qui s'appelle le FASEP. Vous connaissez peut-être. On finance aussi des projets agricoles, agroalimentaire, mais aussi des projets énergie, etc. Avec ce FASEP. On a fait un appel à projet agriculture alimentation durable à l'automne 2023. On a eu 11 lauréats, 8 PME, 5 millions d'euros qui sont en cours de déploiement. Donc cet appel à projet, il est fini, il est fermé, mais l'outil continue à exister, bien sûr, et vous pouvez proposer des projets qui peuvent aller jusqu'à 800 000 euros de subvention. Et qui permettent donc cette double approche, si je puis dire, double dividende, impact de développement fort et impact fort pour promouvoir le savoir-faire des acteurs français en la matière. Voilà, bah, écoutez, j'espère vous avoir donné un petit panorama de ce qu'on fait. Je vous souhaite de très bons travaux cet après-midi. Ouais. Merci beaucoup pour ce panorama. Très utile en plus et très pédagogique pour toutes celles et ceux qui sont dans la salle et qui nous suivent à distance sur les facilités qui sont offertes. C'est après ce regard sur les dispositifs d'accompagnement public, bilatéraux et multilatéraux, on a voulu avec l'équipe de la Fondation Farm replacer les discussions pour cette première table ronde de l'après-midi autour des initiatives qui émanent
du secteur privé. Certaines sont d'ailleurs accompagnées par des dispositifs que vous avez mentionnés. Et on a choisi de prendre quelques cas de projets sur la chaîne. Alors tout le monde n'est pas représenté ici. Il y a déjà 6 chaises, on aurait dû en mettre beaucoup plus. Mais on a essayé de voir voilà, quelles étaient ces initiatives qui sont prises et quelles étaient les interactions qu'elles entretenaient aussi avec le secteur public. Je vais appeler à me rejoindre sur scène pour cette table ronde qui s'appelle « Mobiliser les financements privés ». Quel levier et quelle coalition d'acteurs? Les 6 acteurs donc, qui vont participer. Tout d'abord, Jacob Andréassian, vous êtes directeur général d'ACBA en Arménie. C'est une banque coopérative indépendante détenue par ses clients agriculteurs. Vous nous raconterez l'histoire de ce jeune acteur, leader du financement de l'agriculture. Jacob, je vous invite à venir prendre place. Autre acteur du financement, les fonds à impact. Et notamment, nous apprendrons à mieux les connaître, saisirons aussi leurs engagements avec Elisabeth O'Reilly, qui est associée fondatrice d'Avondale Alternative Advisor. Elisabeth, je t'en prie. Nous traiterons ensuite de la question des infrastructures et de l'industrialisation des filières, notamment via des partenariats publics-privés avec le groupe Eurise et Bavin Villas, qui est directeur groupe de la stratégie ESG et RSE. Merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir en remplacement de Arvind Arora qui a été empêché. Je vous en prie, montez sur la scène, installez-vous. On aura ensuite Franck Eyorn, qui est directeur général de la fondation BioVision, avec qui on parlera des entreprises agroécologiques et d'un accélérateur que BioVision accompagne en Afrique de l'Est. Restons sur l'aval et les entreprises avec Hugo Marine Brenes. Hugo, je t'en prie, prends place aussi. Hugo qui est responsable adjoint du développement des producteurs pour l'Amérique centrale au sein du leader de la distribution Walmart, qui s'engage pour accompagner les producteurs dans des processus de transition environnementale et économique. Enfin, dans ce tour de table, nous irons aussi voir ce que font les acteurs de la philanthropie et les coalitions comme la Global Alliance for the Future of Food, avec sa directrice adjointe qui est à distance depuis l'Amérique du Nord, et on l'en remercie, Lorraine Baker. J'espère que Lorraine nous entend bien. Avant de laisser la parole à Guillaume Martin qui a accepté de modérer cette table ronde, Guillaume qui est enseignant, chercheur, maître de conférence à l'Université Versailles-Saint-Quentin et à Paris-Saclay. Juste, je vous rappelle, parce que je vous ai vu nombreuses et nombreux à prendre des photos ce matin, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag Conférence Farm vos impressions, les photos, vos réactions aussi aux différentes tables rondes. Je vois que Lorraine est connectée avec nous. C'est superbe. Guillaume, à toi la parole. Merci Mathieu, merci Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale pour votre invitation à modérer cette table ronde. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. On va je vais animer cette table ronde en anglais, mais vous aurez la possibilité d'échanger en français à l'issue de ce temps d'échange, puisqu'on a deux formidables promoteurs de la langue française, avec Elisabeth et Jacob, qui ont une maîtrise parfaite de notre langue. Donc vous aurez l'occasion de vous en rendre compte au moment des échanges. So the second round table is... Deuxième table ronde, c'est lié au sujet principal qui est de transformer l'agriculture, les défis du financement. Nous allons nous concentrer principalement sur le thème de la mobilisation du financement privé. Nous pour ce faire, deux questions à vous poser. Quels sont les leviers, quels sont les mécanismes que vous utilisez, quelle coalition d'acteurs faut-il envisager? Tout comme tout à l'heure, pour le premier débat, nous avons de la chance, nous avons d'excellents orateurs qui représentent cette belle coalition d'acteurs qui agissent pour la transformation du monde agricole. Pour commencer, en guise d'introduction, je vais vous demander de vous exprimer, de parler de là où vous travaillez, de votre organisation, de votre entreprise, en 2 minutes, pas plus, s'il vous plaît. Ça va être dur, mais 2 minutes. Nous allons commencer par Lorraine. Lorraine, vous nous entendez? Oui? Lorraine, vous nous parlerez du coût de la transition mondiale vers l'agroécologie et vous nous parlerez de démarches régénératives. Lorraine, nous pouvons partager les slides que vous nous avez envoyés. Lorsque vous êtes prête, dites-le nous et nous commençons. Merci beaucoup. Bonjour.
Je m'appelle Lorraine Baker, je suis vice-présidente de Global Alliance for the Future of Food et je suis vraiment ravi de vous rejoindre de façon virtuelle à distance aujourd'hui, mais en tout cas, j'aurais vraiment aimé être avec vous. Notre alliance est philanthropique, c'est une fondation privée. Nous travaillons avec de nombreux partenaires dans le monde entier concernant la transformation des systèmes alimentaires. Et ceci a commencé à la dernière COP. Nous avons lancé un appel pour la transition régénérative et écologique. Et ce que nous voyons dans le système alimentaire aujourd'hui, c'est qu'il correspond à 12 milliards de dollars. Il y a des externalités aussi qui sont importantes, qui représentent 10% du PIB mondial. Et ces coûts sont supportés par le secteur public. Et vous voyez qu'il y a des subventions, 400 notamment milliards, qui ont des effets de distorsion. Et le coût de transition, selon la recherche, est estimé à 430 milliards de dollars par an. Et en fait, c'est beaucoup moins que les subventions dans le domaine de l'agriculture. Donc, notre alliance essaie de partager la même ambition, de catalyser la transition pour que ce soit régénératif pour des systèmes agroécologiques en 2030, pour que toutes les exploitations agricoles soient en démarche de transition. L'objectif de l'accord de Paris était de 1,5 degré et malheureusement, ce n'est pas possible d'atteindre cet objectif et il nous faut donc faire une transition vers l'agroécologie et les démarches régénératives. Il faut que cette transition soit juste pour les agriculteurs qui sont au centre du système. Nous espérons que vous allez nous rejoindre et je vous en dirai un peu plus tout à l'heure sur ce que nous faisons. Merci. I think you will have the opportunity. Merci Lorraine. Je pense que vous aurez l'occasion de nous donner plus de détails tout à l'heure quant à la façon dont vous avez abouti à ce calcul et tout le travail que vous faites sur le terrain, parce qu'on voit bien là qu'il y a vraiment une grosse différence entre les besoins de financement et les financements actuels que l'on observe sur le terrain. Elisabeth, c'est à vous. Est-ce que vous pouvez nous donner la définition d'un fonds d'impact réel, un fonds à impact, vraiment? Ah oui, merci. Je voudrais d'abord remercier Catherine et Mathieu et Pascal de m'avoir invité à être ici avec vous cet après-midi. Moi, je travaille avec beaucoup de fonds à impact et la définition de l'impact dans ce cas-là, c'est qu'il s'agit d'investissements qui ont des impacts sociaux et environnementaux mesurables tout en fournissant un retour sur investissement. Et je pense que le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est celui de deux investissements. Le premier, c'est Citizen Capital. C'est un fonds que je représente à l'heure actuelle qui lève des fonds, qui est vraiment un pionnier dans le secteur de l'impact en France. Et Citizen Capital a investi dans une entreprise qui s'appelle Inverse. Et Inverse produit des verres. Et je vais vous expliquer pourquoi il s'agit d'un investissement à impact. Parce que ces verres peuvent être utilisés comme aliments, substitués aux protéines pour les poissons et aussi dans les aliments pour animaux, chats et chiens. Et donc, ils remplacent d'une certaine façon le soja, et qui a un impact négatif évidemment sur l'environnement. Alors, dans Inverse, il y a des investisseurs qui sont ici présents dans la salle, la Fondation Avril notamment. Alors, si vous entendez que je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger parce que je parle de cet investissement et je sais que Avril a aussi investi dans Inverse. Et en fait, il s'agit ici d'une empreinte carbone faible parce qu'on utilise les sous-produits d'une céréale, de producteurs de céréales locales pour nourrir ces vers.
Et la deuxième chose concernant Inverse, c'est qu'il s'agit d'un modèle d'économie circulaire avec plus de 90% des déchets qui sont valorisés parce qu'ils utilisent les fientes des insectes pour fertiliser, pour régénérer le sol. Le troisième aspect de leur impact positif, c'est qu'ils utilisent des sources d'énergie renouvelables, des panneaux solaires sur le toit de l'usine, par exemple. Et enfin, les agriculteurs locaux peuvent aussi tirer un revenu supplémentaire. Donc ça, c'est le premier exemple. Et je voudrais maintenant vous donner un deuxième exemple, si j'ai le temps, si vous me le permettez. On parle ici d'un agrofonds belge qui s'appelle Astronor. Et vous voyez ici qu'ils ont investi dans un tracteur. Alors le tracteur, évidemment, c'est une machine essentielle pour les agriculteurs. Mais là, il s'agit d'un tracteur électrique autonome et intelligent. Et on pourrait se poser la question de savoir quel est l'impact de ça sur la communauté agricole. Eh bien, tout d'abord, si on réfléchit bien, la main-d'œuvre, c'est très souvent un problème dans les exploitations agricoles parce que ça coûte cher. Et si vous avez une machine intelligente, un tracteur intelligent, ça va réduire les coûts de main-d'œuvre. Et puis, ça signifie aussi que vous allez pouvoir produire de la nourriture plus verte, plus propre, parce que vous allez utiliser une machine électrique pour la produire. Et puis, vous allez pouvoir avoir plus de récoltes avec moins d'intrants. Et puis, finalement, le tracteur est à un prix tout à fait abordable pour les agriculteurs parce que le coût total de propriété s'élève à peu près un tiers du coût d'un tracteur normal traditionnel. Et je pourrais même vous donner un troisième exemple sur le financement que nous faisons. C'est un exemple irlandais. Alors, excusez-moi, je me retourne vers mes racines ici. Il y a un fonds qui a mis en place un financement pour des agriculteurs parce que moi, je viens d'une famille d'agriculteurs, alors je sais bien que le problème, c'est toujours de donner, d'avoir des collatéraux. Donc, ils ont travaillé avec une banque hollandaise et il s'agit d'une coopérative qui va en fait déduire les paiements des intérêts des agriculteurs lorsqu'ils vont apporter le lait à cette coopérative. Et il y a eu 300 millions d'euros de prêts qui ont déjà été distribués aux agriculteurs dans ce cadre à un taux très attractif. Et à ce moment-là, c'est très intéressant de se concentrer sur les éléments. Ça leur permet de se concentrer sur les éléments, les éléments cruciaux de ce qu'ils font véritablement, c'est-à-dire l'irrigation et la culture en elle-même. Donc, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour ces trois exemples très concrets de là où les fonds à impact peuvent investir. Par exemple, en éliminant les garanties sur les prêts faits aux agriculteurs, comme vous venez de le dire en Irlande. Est-ce que vous pouvez nous donner maintenant, Jacob, des dates clés dans la construction de l'ACBA et de son développement? Puisque vous avez commencé en étant une institution de microfinance et vous êtes maintenant une banque mondiale. Merci, Guillaume. Tout d'abord, je voudrais remercier mes collègues, les collègues qui m'ont invité ici à participer à cette manifestation fort sympathique. Je travaille pour la banque ACBA, comme vous l'avez dit. Ça fait plus de 28 ans. J'y étais déjà au début, lorsqu'elle a été fondée. Et j'ai détaché l'histoire d'ACBA en 4 étapes. La première, c'est la genèse, la création de la banque ACBA. Au début, il s'agissait d'un projet local. Et puis, après la privatisation du secteur agricole en Arménie, en un jour, on a vu 320 000 agriculteurs qui sont nés, si vous voulez. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de banque qui était désireuse de financer cette nouvelle activité nouvellement créée. Et donc, à ce moment-là, il a été décidé de fonder cette banque agricole. Il y a eu un appel d'offres. L'Union européenne a donné au gouvernement arménien 2 millions d'écus à l'époque pour créer cette banque.
L'appel d'offres a été remporté par des consultants agricoles. Et c'était à ce moment-là le début. Ensuite, la deuxième étape, je dirais que c'était une start-up finalement au début, si on veut vraiment employer le mot. Ensuite, la deuxième étape, c'était vraiment, je dirais pas l'expansion, mais la modernisation, le développement, l'épanouissement pendant 10 ans. Une expansion pas seulement géographique, mais également une généralisation du type d'activité, parce qu'on avait commencé en tant qu'organisme de microfinance, et puis après, on est passé à d'autres activités, parce que pour nous, il était très important de penser au développement de la région. C'est pour ça qu'il fallait financer d'autres activités que l'agriculture dans la région, puisqu'on parlait du développement général. Ensuite, en 2003, au début, le Crédit Agricole était à nos côtés uniquement pour un partenariat technique. Mais en 2003, nous avons créé notre premier partenariat. C'était une compagnie de prêts, de leasing. On a commencé à faire des prêts à nos agriculteurs membres. Et puis, 3 ans plus tard, en 2006, le Crédit Agricole est devenu actionnaire d'AGPA. 28% du capital était détenu par le Crédit Agricole à ce moment-là. Ensuite, je peux dire que la deuxième étape ou la troisième étape, c'est la reconnaissance internationale. Ça a duré à peu près 7 ans. Et en 2013, nous avons signé un autre partenariat très important avec le groupe Crédit Agricole, avec Amundi. Nous avons créé le partenariat Amundi-AGPA pour la gestion d'un fonds de pension arménien. Dans cette période, nous avons remporté 5 prix. La meilleure banque, notamment la meilleure banque d'Arménie, un prix décerné par les banquiers. Et puis la dernière époque, si vous voulez, que j'appellerais l'âge d'or, eh bien, a été marquée d'un progrès technologique et de la responsabilité sociale. Vous savez, à cette période, donc à partir de 2019, 2021, nous avons été introduits en bourse sur notre marché local. C'était la première fois qu'une banque arménienne était lancée sur le marché local. Et nous avons eu 6300, 6500 actionnaires dès le départ. Et nos actionnaires sont surtout nos clients. Ce sont des agriculteurs. Nous sommes donc introduits sur le marché local, à la bourse locale. Et puis, nous avons été présents aussi sur les réseaux sociaux à cette époque-là, et on a joué un rôle très important, je dirais, pour l'armée, pour l'économie arménienne, parce que nous avons mis en place le premier partenariat avec le gouvernement. Nous avons développé énormément de projets dans le financement du secteur agricole, mais pas seulement, dans le secteur social aussi. Nous avons énormément de programmes sociaux et nous sommes très fiers. Nous sommes vraiment très fiers de tout ce que nous avons effectué. Nous sommes reconnus par les autres banques. Nous avons été reconnus comme banque systémique.
Merci. Vous pouvez effectivement être très très fier. Il s'agit d'un cas d'école et qu'on pourrait d'ailleurs étudier en revenant sur l'histoire de cette banque AGBA. Merci, merci beaucoup. Hugo, est-ce que vous pourriez nous parler du projet Tierra Fértil en Amérique centrale et nous expliquer en particulier comment vous avez mis en avant la transformation des fermes conventionnelles en agro-entreprise. Merci beaucoup. Nous avons appris beaucoup en écoutant tout ce qui s'est dit depuis ce matin. Je suis Hugo Marin, je suis responsable du projet Tierra Fértil en Amérique centrale. Il s'agit d'un programme qui est très intéressant dans le cadre de nos activités parce que nous nous intéressons à toute la supply chain des plus petites aux plus grosses entreprises. En Amérique centrale, nous n'avons pas la même situation qu'ici. Nous avons des petits exploitants agricoles qui exploitent pour la plupart des terres qu'ils louent. Donc nous mettons en avant la conversion de ces petits exploitants agricoles en businessmen. Donc il faut qu'ils gèrent leurs connaissances et qu'ils se déplacent, qu'ils changent leurs activités pour devenir vraiment de vrais professionnels. Et ça, c'est important parce qu'il nous faut des entreprises professionnelles qui soient à tous les maillons de la supply chain. Et donc, ces agriculteurs doivent devenir de petites entreprises qui, au bout d'un moment, pourront se développer et devenir des éléments efficaces de la supply chain. Et nous voulons donc mettre en avant cette promesse de valeur aux personnes que nous accompagnons. Et bien entendu, en travaillant sur un des agents de la supply chain, ça sera bénéfique à tous. Alors, ce que nous faisons, c'est le financement, c'est pas vraiment quelque chose qui intéresse les banques, le crédit en tout cas en Amérique centrale. C'est pas dans notre culture. Et c'est le cas dans de nombreux autres secteurs d'ailleurs. Donc c'est pas facile. Et ce que nous faisons, c'est que nous commençons à développer un profil, le profil de l'agriculteur que nous voulons financer. C'est ce qu'on a fait au départ. Nous avons déterminé, identifié que les agriculteurs que nous souhaitons financer sont ceux qui ont un état d'esprit tourné vers le développement, qui sont prêts à accepter le changement. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient en mesure de comprendre qu'il faut qu'ils changent leurs pratiques, sinon ils vont disparaître. Et c'est vraiment ce à quoi on assiste à l'heure actuelle. Pas seulement en raison de la nature de l'activité agricole elle-même, mais aussi parce que les agriculteurs sont en voie d'extinction en Amérique centrale, on peut dire ça. On a énormément de grosses entreprises de plus en plus étendues, en particulier en Amérique du Nord, aux États-Unis, et donc les agriculteurs ne souhaitent pas poursuivre leurs activités. Donc ça, c'est une chose qu'on a pris en compte. Et puis également, il faut qu'ils aient une relation de fournisseur avec nous depuis au moins 2 ans. Comme ça, ça nous donne la possibilité de mesurer un certain nombre d'indicateurs sur leur comportement et de voir s'ils ont une attitude tournée vers la croissance et le développement. Et puis, on tient compte aussi, évidemment, de leurs revenus et de leur capacité de remboursement. On ne veut pas leur mettre trop de pression financière, bien entendu, sur ces agriculteurs. Il faut qu'ils soient en mesure de continuer à poursuivre leurs activités. L'aspect social aussi est très important. Parce que les communautés ont besoin de cette injection de ressources. Et puis, bien sûr, il faut suivre les méthodes de financement. Nous avons 3 méthodes. La première, c'est le financement direct. Là, il s'agit de projets clés en main que nous développons en fonction des besoins, en fonction d'une récolte, par exemple, d'un produit. Et ça, c'est surtout des projets qui visent la protection des récoltes.
Et c'est parce qu'en Amérique centrale, nous sommes très souvent victimes de conditions climatiques extrêmes. Vous savez que nous avons El Niño, la Niña, qui provoquent de gros dégâts. On peut avoir des conditions climatiques très très sèches ou très très humides, des cyclones. Donc, dans les projets de financement direct, ce que nous avons fait depuis plusieurs années, c'est d'investir 275 millions de dollars dans 5 pays pour y développer des projets. Et en échange, il faut que les agriculteurs s'engagent à rembourser l'investissement dans les 2 ans avec un échelonnement des paiements. La deuxième méthode, c'est le financement indirect. Là, il s'agit d'un accord avec les banques privées. Walmart, finalement, est garant de la capacité de remboursement du bénéficiaire. Et il y a une augmentation, bien sûr, des ventes à nos magasins. Et nous avons presque 900 magasins en Amérique centrale, Walmart. Donc ça veut dire que ça représente des volumes très intéressants, très importants chaque mois. Donc bien sûr pour les banques, ça c'est une information très importante qui leur permet d'avoir des garanties. 2 millions de dollars ont été investis dans cette méthode de financement. 2 millions de dollars donc garantis par ces banques. Et puis la troisième méthode, c'est des projets à valeur partagée. Là, on identifie un besoin, le produit, si évidemment les agriculteurs produisent cette matière, eh bien, ils vont pouvoir s'insérer dans ce projet. Il s'agit de projets clés en main également qui ne sont pas remboursables. Mais là, il s'agit de projets plutôt axés sur la technologie ou la transmission, la numérisation. Et là, on se base sur l'engagement de l'agriculteur à nous vendre le produit, mais pas exclusivement à nous. On ne demande pas, on n'exige pas l'exclusivité, mais on leur demande évidemment de nous fournir leur plus gros volume. C'est pas vraiment une obligation, c'est leur libre choix et c'est basé sur la bonne volonté des 2 parties. Merci beaucoup. On reviendra là-dessus plus tard. Maintenant, il nous reste Franck. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'accélérateur NACHIA et de nous expliquer comment il va transformer le système alimentaire? Merci de me donner l'occasion de vous dire quelques mots sur Biovision. Biovision, c'est une fondation basée en Suisse qui s'intéresse à la transformation des systèmes alimentaires sur la base de principes agroécologiques. Et je dirais que nous, on investit sur nous plutôt parce que nous avons financé. Il s'agit de citoyens suisses qui donnent, qui font des petits dons. C'est une institution philanthropique. On reçoit aussi des dons du gouvernement suisse qui croit en notre travail. Et le résultat de tout cela, c'est l'impact. Comment est-ce qu'on arrive à avoir cet impact? Eh bien, par, à notre tour, un financement de 60 à 70 projets en Afrique subsaharienne avec un certain nombre de partenaires qui vont eux-mêmes générer cet impact. Donc évidemment, ce sont des dons, ce sont des bourses, des subventions que nous mettons en avant nous-mêmes sur le terrain et sur lesquels on travaille en Suisse. Alors comment est-ce que nous faisons cela? Eh bien, nous pensons que la transformation des systèmes alimentaires peut avoir lieu si on actionne en même temps 5 leviers. Tout d'abord, en aidant à développer des systèmes agricoles qui seront agroécologiques sur la base de la science et sur la base des communautés locales. Ensuite, en faisant passer les connaissances aux producteurs, en assurant la promotion d'entreprises et de marchés agroécologiques. Ça, c'est très important. C'est là où j'interviens moi et j'y reviendrai tout à l'heure. Le 4e point, c'est le développement de l'engagement de la société civile parce que ces produits, finalement, doivent bien trouver un débouché, doivent trouver leur marché, des consommateurs, des clients. Et puis, tout ça, bien entendu, doit avoir lieu dans un cadre politique, dans un cadre d'environnement qui est l'environnement normal ou qui est un environnement en cours de transformation, un environnement politique. Donc, pour en revenir à ce levier numéro 3, nous investissons dans des PME qui sont agroécologiques
Si on peut passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Ici, vous avez le projet que nous avons développé avec Shona, notre partenaire en Ouganda. C'est un fonds et un accélérateur. Alors, il faudrait peut-être que je vous explique ce que ça veut dire pour nous, le prix agroécologique. Ça veut dire que les fournisseurs d'engrais, d'intrants, de pesticides, etc., qui peuvent être des coopératives ou des revendeurs ou des fournisseurs de services, ont accès à des producteurs agroécologiques qui vont avoir besoin de leurs produits pour le développement de leur culture dans l'Afrique subsaharienne. Et ici, on n'a pas seulement les services qu'on retrouve dans un accélérateur classique, comme du mentorat, de l'assistance et des compétences en business et en gestion. Mais on essaye d'expliquer aussi ce que ça veut dire d'être agroécologique, comment est-ce qu'on peut appliquer ça et intégrer ça dans un concept économique quand on est agriculteur. Et surtout, très important, on essaye de combiner ça avec un accès à des prêts bancaires. Donc si une entreprise a été identifiée par nous comme étant une entreprise qui souhaite se développer et croître, eh bien nous allons lui fournir l'assistance technique requise, mais aussi cette entreprise aura accès à des prêts de 10 à 15 000 $ qui sont assez difficiles à obtenir. C'est entre la microfinance et le fonds à impact. Et c'est vraiment cette zone grise entre les deux qui est difficile à atteindre. Et donc, grâce à ces fonds, grâce à ces prêts, eh bien, ils vont pouvoir investir dans leur croissance et ensuite être prêts à passer entre les mains des investisseurs à impact. Très bien, merci. Merci. Bavin, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'un partenariat public-privé qui met en avant l'agriculture durable? Bien. Je m'appelle Bavin Vyas et je représente RIAS, qui est une société d'infrastructure. Nous sommes une société d'infrastructure agro-industrielle et nous avons un point de vue un petit peu différent. Nous pensons qu'en Afrique, il faut une approche écosystémique complète. Donc tout d'abord, on va développer la capacité des agriculteurs. Ensuite, on va investir dans les routes et les transports. Ensuite, on va développer une zone économique spéciale dans laquelle on va créer un écosystème dans lequel l'investissement direct étranger va arriver et on va pouvoir exploiter les produits qui sont cultivés par les agriculteurs. On aura cette zone économique spéciale. Ensuite, on va où les produits seront transformés et puis ensuite on va les transporter. C'est pour ça qu'on a aussi un rôle dans la logistique et les services. On construit les routes, on construit les systèmes de transmission, de transport. Et si on n'a pas tout ça, évidemment, eh bien un produit agroécologique aura aucune opportunité de sortir du pays. Donc c'est un des angles d'attaque. Et c'est pour ça que nous pensons que les partenariats publics-privés dans le secteur agricole sont très importants. Et c'est pour ça que notre modèle vous explique qu'on a commencé avec un pays, une origine, un modèle PPP. À partir de ce modèle-là, on tire les enseignements et on monte en puissance et on peut passer à d'autres pays. Vous voyez que nous sommes opérationnels dans 3 pays, le Togo, le Bénin et le Gabon. Au Tchad, on est presque opérationnel. Et puis, nous sommes en train de nous développer sérieusement au Sierra Leone, Nigeria, Rwanda, RDC, République du Congo également. Et ce qui est important aussi, c'est que, comme l'a dit le monsieur du Bénin ce matin, notre philosophie est complètement alignée avec la sienne. L'Afrique exporte des matières premières et importe des produits finis. Et on veut vraiment changer ça. La seule façon de changer ça, c'est transformer les produits en Afrique, créer de la valeur au sein de l'Afrique et puis redistribuer au sein de l'Afrique pour que ça ait un impact économique sur toute l'économie. Et puis, il y a également aussi l'aspect carbone et environnement.
je crois que très souvent, on envisage le climat comme une solution globale. Moi, je pense que c'est un problème de supply chain. Toutes les matières premières qu'on transforme, on effectue une analyse de cycle de vie et on voit que si on produit en Afrique, transforme en Afrique et qu'on exporte en Europe et en Amérique, on va économiser jusqu'à 60% d'émissions de carbone. Donc l'idée, c'est de prendre les matières premières en Afrique, prendre la main-d'œuvre en Chine et de fabriquer des produits qui seront ensuite exportés en Europe et en Amérique. C'est le modèle actuel et c'est un modèle qui accélère la crise actuelle du carbone. Et le modèle que nous sommes en train de mettre en place est un modèle qui est aussi bénéfique pour le climat et pour la planète grâce à toutes ces réductions d'émissions de carbone. Tout ça grâce à des partenariats publics-privés. Et nous pensons véritablement que dans le secteur agricole, le modèle PPP est une très bonne solution parce qu'on a beaucoup de transparence, on a la rapidité d'exécution venant du secteur privé et puis le secteur public, un bon environnement politique et réglementaire et un modèle d'investissement et je pense que c'est véritablement bénéfique pour tous. Merci beaucoup à tous. On a été un petit peu plus long que prévu dans cette introduction, donc je vais vous poser une question à chacun pour nous permettre d'ouvrir ensuite la discussion avec la salle d'ici 20 à 25 minutes. Alors, une question sur le modèle économique et financier pour les agriculteurs, les producteurs. Question pour vous, Jacob. On a de nombreux pays émergents et en voie de développement et AGBA, comme dans la plupart de ces pays, a mis en place une banque pour les agriculteurs. Quels sont les mécanismes que vous utilisez pour apporter du soutien à vos clients dans l'adaptation de pratiques durables, mésofinance, microfinance, taux d'intérêt, subventions, etc. Merci, Guillaume. Comme ça a été dit, nous avons été créés en tant que banque coopérative au départ, comme le Crédit Agricole. Nous avons commencé avec la microfinance et pendant cette première période, nous avons financé les membres de notre association. On avait vraiment créé au départ une association comme en France. Toutes les associations ont des membres et c'est comme ça qu'on fonctionnait au départ. On ne finançait que nos membres. Et puis, nous avons commencé à partir de 500 $ au début. C'était déjà beaucoup, hein. C'était déjà beaucoup d'argent pour les agriculteurs arméniens. Et puis, ensuite, en 2000, au début des années 2000, nous sommes passés à un autre mécanisme de prêt et nous avons démarré avec des clients plutôt de taille moyenne. Et à partir de là, vous savez, en Arménie, il y a eu plusieurs moments auxquels le gouvernement a annoncé des programmes spéciaux dédiés spécialement à l'agriculture et aux exploitants agricoles. Donc il y a eu toute une période pendant laquelle ils ont subventionné les taux d'intérêt des prêts bancaires. Et en fait, il y a des projets de subvention au crédit, mais quand il s'agit d'acheter des tracteurs, par exemple, ou des machines, ou des nouvelles technologies, eh bien, c'est possible d'avoir des subventions. Et donc, nous sommes passés à une banque verte, parce que dans toutes nos banques, on avait des produits verts, mais évidemment, pour nous, c'était très important d'avoir une plateforme pour ces banques vertes. We have very good partners from different financial institutions, from global players in green banking, etc., etc. That's why we hope we can we can set up this platform maybe in the end of this year. Of course, the digitalization also
plays a very important role. The impact of digitalization of new banking also very important for us. I can say that actually in Armenia for access to the banks for getting agricultural credit, there is no any obstacles, because not only our bank, at the beginning only our bank finance the agricultural sector. But now in Armenia there are 18 banks. The main part of them, they also finance, but there is one but. They don't want to have deal with the small clients. They work with the big clients. Okay. Thank you, Jacob. I'm sorry, Hugo, we'll skip one question for you just to introduce the video from Entrepreneurs du Monde on the cotton sector in Vietnam, just to illustrate the focus on value chains and companies that create opportunity on the field. Est une institution de microfinance sociale créée et incubée par Entrepreneurs du Monde. Elle offre aux femmes vulnérables de la région de Dien Bien du crédit sans aucune forme de garantie, une épargne sécurisée et rémunérée, de la formation et de l'appui conseil agricole. Cette méthodologie de microfinance unique et innovante, développée par Entrepreneurs du Monde dans plus de 13 pays, soutient les activités des plus vulnérables pour leur permettre de sortir de la pauvreté. Depuis toujours, les ethnies Thaï et Hmong de cette zone réalisent des tissages. Afin de mieux valoriser cette production et sécuriser la vente, NCM a accompagné les femmes à mettre en place un partenariat avec l'entreprise sociale Trendetix. Pour mieux répondre à la demande des consommateurs, Trendetix souhaitait promouvoir l'utilisation d'un coton responsable et produit localement. NCM, en accompagnant ces femmes avec du crédit, de l'épargne et du conseil agricole, leur a permis de cultiver et de produire du coton 100% biologique. Donc là, on est dans un des champs de coton du projet avec Trendetix et NCM, donc les femmes qui sont munies à produire leur propre coton organique, donc biologique, pour répondre à la demande de Trendetix qui voulait avoir du coton biologique. Les femmes sont très contentes. Et là, on voit une productrice qui est accompagnée aussi par notre conseillère agricole. Et donc, du coup, c'est ces services d'NCM qui s'imbriquent parfaitement avec les besoins d'un acheteur comme Trendetix, ce qui permet de commencer à créer une filière réellement responsable et qui impacte directement les plus vulnérables en leur permettant d'avoir des débouchés sûrs, des revenus et même d'innover avec certaines techniques. Entrepreneurs du Monde, avec NCM, montre que la microfinance sociale aide les petits agriculteurs et agricultrices à évoluer vers des pratiques agroécologiques et à contribuer à la création de filières durables et socialement impactantes. So financing a producer. Alors, financer les producteurs, c'est essentiel, bien sûr. Lorraine, je me retourne vers vous. Vous m'entendez, Lorraine? Alors, pour illustrer tout ceci, pouvez-vous nous parler de Silva Food, une solution en Zambie qui a mobilisé plusieurs types d'investissements et qui donne des débouchés aux femmes qui produisent dans l'agroalimentaire. Et ce qui nous intéresse, comme beaucoup d'autres, c'est de trouver des exemples pour montrer la vraie transformation sur les systèmes alimentaires lorsqu'il y a un investissement. En 2022, nous avons travaillé sur plusieurs initiatives. Nous avons travaillé sur des études de cas et dans un cas, nous avons trouvé une bonne solution. Là, il s'agissait d'un groupe d'entrepreneurs. Il s'agit de nourriture traditionnelle. Les interprètes ont les plus grandes difficultés à pouvoir interpréter puisque le son reboucle et qu'il est très mauvais. Ils vont faire de leur mieux pour vous donner l'essence de ce qui est dit. En tout cas, il s'agit d'un cercle vertueux entre les investissements et les entrepreneurs. Et vous avez donc des pratiques
agricoles qui correspondent à des exigences notamment de qualité. Cette femme a commencé comme entrepreneuse, a ouvert son restaurant et le problème pour elle, c'était de pouvoir travailler avec des agriculteurs pour avoir des sources d'aliments. Et ce qui l'intéressait à elle, c'était de la nourriture traditionnelle. Une fois que ça a marché, elle avait trop de sources d'approvisionnement. Et donc, l'objectif, c'était de mieux gérer ses sources, car elle produisait trop. Et il fallait donc lui trouver des débouchés pour les produits qu'elle faisait. Elle a notamment travaillé sur un prototype d'un système de séchage alimentaire. Elle a eu des investisseurs universitaires et autres. Elle a ensuite travaillé avec une organisation qui était une sorte d'association avec des ministères et tout ceci lui a permis de développer son activité. Elle a réussi à s'ouvrir des débouchés, elle a travaillé avec plus d'agriculteurs et son marché a grandi. Ensuite, ce qu'elle a fait dans son activité, c'est qu'elle a obtenu un don de la Banque mondiale ou des subventions. L'objectif pour elle était maintenant d'éviter les déchets alimentaires. Et ensuite, ils ont ouvert une usine pour que ces récoltes puissent déboucher sur des produits à valeur ajoutée, quels que soient les produits qu'elle vend maintenant, qui sont maintenant vendus dans les supermarchés en Zambie. Voilà un bon exemple de renforcement de capacité et d'investissement à l'échelle au bon moment pour soutenir ce genre d'exemple brillant. Il s'agit d'entrepreneuriat agroécologique. Dans ce cas-là, nous voyons le financement mixte qui fonctionne de façon très intéressante. En ce qui concerne les systèmes alimentaires à l'avenir, la question c'est de savoir quel sera le rôle joué par les organisations philanthropiques lorsque les financements publics et privés ne suffisent pas et qu'il y a encore des manques de financement. Le financement commercial public-privé doit aussi trouver d'autres sources de financement par une bonne communication, par un développement de capacité, et ceci prend du temps. C'est pour cela que dans ces partenariats, notamment avec Franck, de chez Biovision et d'autres, nous avons travaillé en ce sens. C'est très important. Ce qu'il faut, c'est prendre une démarche écosystémique dans les pays où nos membres investissent l'Inde, le Brésil, l'Afrique de l'Est, plus le Midwest américain et l'Union européenne, principalement. Ces associations philanthropiques doivent commencer à travailler avec tous les partenaires tels que ceux représentés aujourd'hui pour créer un écosystème d'appui pour cette transition. Quelques mots d'ailleurs sur cette transition. Je vous ai montré une page tout à l'heure et des chiffres. Ce qu'il faut, c'est tirer les enseignements de ces démarches transformatives, de ces initiatives. Ce qu'il faut, c'est voir les coûts que l'on peut anticiper sur une durée de 10 ans. Parce que, pour l'instant, nous ne pourrons pas atteindre nos cibles environnementales et sociales. Il faut donc créer un écosystème de financement. Et le coût de transition doit être calculé sur plusieurs milliards de dollars, plus de 400 milliards de dollars. Et ce qu'il faut, c'est prendre les points de données, comme on les appelle, du monde entier, afin de comprendre les coûts réels de la transition, les besoins des agriculteurs pour leur récolte, les aspects d'administration, coûts d'administration, de développement de capacité,
Ensuite, restauration des sols et aussi l'utilisation de bio-engrais, biopesticides, bio-intrants et voir les coûts liés à l'infrastructure nécessaire pour cette transition. Nous travaillons sur cela pour essayer de dégager des schémas d'investissement qui s'appliquent dans cette finance mixte, privée, publique, pour faire des hypothèses de travail de financement. Et ensuite, nous voyons comment ça s'applique dans nos pays. C'est quelque chose d'innovant, nous n'avons jamais fait cela avant. Il faut un nouveau niveau de collaboration qui n'existait pas avant, une nouvelle façon de travailler. C'est ce que nous ne pouvions pas faire avant. L'objectif, c'est de mettre sur pied des hypothèses de travail et ensuite passer à la vitesse supérieure. Merci, Lorraine. Belle transition pour m'adresser à Franck. Franck, pouvez-vous nous parler de l'accélérateur achat pour vous et comment ça peut illustrer comment vous travaillez sur le terrain avec cet accélérateur de projet? Je vous ai parlé déjà d'un certain nombre de points pour cette accélération. J'ai quelques exemples maintenant à vous donner. Safi Organics, c'est une PME au Kenya. Eux, leur concept, c'est de décentraliser la production de pesticides bio et d'engrais bio, pardon, que les agriculteurs peuvent utiliser. Et on voit que ça marche quand c'est mis en pratique. Comment évaluer les impacts de telles activités si l'on ne mesure pas que l'aspect financier, si l'on mesure aussi l'impact sur la durabilité? C'est là que l'agroécologie a son rôle à jouer. L'agroécologie, c'est un concept complexe. Il y a 13 principes sous-jacents. On sait que c'est déjà difficile de mesurer un facteur, par exemple les émissions de CO2. Alors imaginez en mesurer 13, c'est très difficile. Ce que mon équipe a fait, c'est que nous avons mis sur pied un outil qui s'appelle BACT Tool. Donc un outil avec une série de critères qui vous permet de répondre à un questionnaire assez long et complet. Tiens, ça c'est couvert, ça c'est pas couvert, ça s'applique, ça s'applique pas. Puis après, vous obtenez une note sur les 13 principes. Et ça, c'est une moyenne, mais ça vous donne une bonne évaluation de la performance d'une activité et des impacts qui sont les vôtres. Grâce à cet outil, les investisseurs impact, les bailleurs de fonds peuvent dire « Ah ben voilà, oui, ça c'est bon, il y a une bonne rentabilité de l'argent investi parce que l'impact que j'obtiens, ça vaut la peine. » Donc BACT, c'est ça, c'est un outil qui aide les investisseurs pour prendre les meilleures décisions lorsqu'ils investissent. Ça aide aussi les entreprises, par exemple l'IFAD ou la coalition agroécologique, car ils ont un portefeuille de programmes, de lignes de financement, justement sur la base de ces principes de l'agroécologie. Ça vous permet de bien gérer votre portefeuille d'activité. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je m'arrête là. Merci. Merci Franck. Elisabeth, dernière question à vous poser. En ce qui concerne la finance à impact, quels sont les systèmes de mesure que vous utilisez ou ceux utilisés par les gestionnaires de fonds pour mesurer l'impact de type social, l'impact environnemental, social des projets? Le son est très mauvais, les interprètes font au mieux. Eh bien, ces fonds s'intéressent aux impacts financiers et aux impacts économiques, ou sociaux, ou environnementaux. Premièrement, ce qui compte, c'est l'impact financier. Est-ce que c'est bon ou pas? Si vous voulez un fonds supplémentaire, il faut que ça se rajoute. Sinon, vous ne pouvez pas lever les fonds pour le deuxième fonds. En ce qui concerne le socio-environnemental, ça dépend du fonds, ça dépend du thème du fonds. Et cela dépend de l'objectif d'impact que vous vous êtes fixé en début de processus avec la direction générale. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces entreprises? Y a-t-il une normalisation? Non, non, pas pour l'instant. Donc chaque fonds
a sa façon de calculer l'impact. Est-ce qu'on obtient quelque chose de mieux avec la normalisation? C'est possible. Si l'on regarde aussi un indicateur ou un réseau d'investisseurs mondial, le GIN, eux, ils ont des prévisions grâce à des outils agroécologiques sur lesquels ils ont travaillé l'année dernière. Mais il n'y a que 16 participants à ce jour. Ce n'est pas suffisant. Pour vraiment que les choses changent, il faut que les investisseurs institutionnels qui investissent énormément dans ces fonds prennent une décision et se disent « Ah, voilà les systèmes de mesure qui, moi, m'intéressent. » Là, ils devront renseigner une méthode et il faut faire attention. C'est une façon de regarder la mesure de votre impact. Et du côté financier, on sait que c'est l'argent qui fait changer le monde. Et si vous voulez un fonds à impact, il faut savoir ce que vous voulez. C'est un bon retour sur l'investissement. Et ce qu'il faut, c'est une rentabilité financière. Pour les gestionnaires financiers, ce qui compte, c'est leur pourcentage qu'on appelle en anglais « carried interest », les intérêts accrus. Généralement, c'est 20% de la rentabilité créée pour l'investisseur, en plus et au-delà de ce qu'ils ont déjà rendu aux investisseurs. Donc les fonds d'impact, une fois de plus, je parle de Citizen Capital, pionniers de impact en France, et ils ont décidé, eux, de donner un fort pourcentage de leur affectation budgétaire sur la base des systèmes de mesure d'impact. Cela veut dire que s'ils ne sont pas bons du côté mesure d'impact, et ceci a été défini avant avec chaque entreprise, eh bien, à la fin de la vie du cycle de vie du fonds, ils n'obtiennent pas beaucoup de ces intérêts accrus. Eh bien, pourquoi c'est important? Parce que vous restez concentré sur les systèmes de mesure à impact quand vous êtes associé. Et puis aussi, deuxième point, ceci est examiné par des tiers. Là, ce sont les grands investisseurs institutionnels qui ont investi dans les fonds. Eux, ils s'assoient autour d'une table, ils regardent chaque ligne d'investissement, chaque portefeuille, et ils disent, bon, est-ce que la rentabilité était bonne ou pas? Rentabilité financière, très bien, mais aussi, qu'en est-il du côté impact? Et là, ils se mettent d'accord et ils disent comment ils vont affecter les intérêts accrus. Hier, j'en parlais avec les grands investisseurs chez Impact, et ils ont dit que ce qui compte, c'est le système de carried interest, des intérêts accrus arrivant à échéance. C'est ça qui nous permet d'avoir un bon alignement entre les entreprises et les fonds Impact pour vraiment avoir des effets visibles, de l'impact, comme on dit. Merci. Bavin, vous êtes l'expert de l'ESG. Vous pouvez peut-être nous dire aujourd'hui quelle est la définition de l'ESG et nous expliquer comment vous utilisez l'ESG pour évaluer les projets d'agriculture durable sur le terrain. Personne n'a de définition de ESG, sinon on s'est trompé. En tout cas, c'est environnement, social et gouvernance. Ça, c'est les trois lettres. C'est ça que je peux vous donner comme définition. Elle est très simple, je sais. Ma collègue a parlé de fonds impact de type ESG. Là, ça rajoute un niveau de complexité. Ça fait quelques années que ça existe. Quand on pense au retour social et au retour financier, rentabilité des investissements, etc., c'est difficile comme théorie. C'est complexe parce qu'il s'agit de rééquilibrage entre les personnes, la planète et les bénéfices. En anglais, PPP. Qu'est-ce qu'on fait, nous, du côté RAISE? Eh bien, ce qu'on fait, c'est que, déjà, on crée un modèle d'entreprise où la rentabilité est déjà incluse dans le modèle, sans penser aux effets ou d'impact. Donc, c'est dans notre modèle économique, nous avons plusieurs priorités stratégiques. 4. Déjà, les infrastructures, les actifs à construire, ça doit être peu carboné. Du côté production, du côté agriculture, il faut un système circulaire. Du côté main-d'œuvre, il nous faut un recrutement divers et inclusif. L'objectif est toujours de simplifier la chaîne de valeur. Chaîne d'approvisionnement, pardon. Donc voilà les 4 principes stratégiques au sein de l'ESD qui sont bien structurés et inclus dans nos projets. Et lorsque c'est bien structuré, vous suivez
une bonne procédure, vous avez les moyens de vérifier, d'évoluer, et vous obtenez de bons résultats. Je pense que je vois beaucoup d'entreprises qui se concentrent uniquement sur le résultat que les banquiers attendent. Et dans ce cas-là, ils sont coincés dans un modèle. Parce qu'ils ne déclarent que ce que, selon eux, ils veulent que les banquiers déclarent. Alors nous, comment on a procédé? Déjà, ce qu'il faut, c'est avoir un bon point de départ, concernant le social, l'environnement, le carbone. Ensuite, les éléments, les données économiques, quel est le rendement par hectare, quelles sont les émissions de CO2 par hectare. Une fois qu'on a tous ces éléments fondateurs, on fait l'évaluation de l'impact. Du point de vue ESG, il y a des outils qu'on connaît, par exemple, évaluation de l'impact environnement social et sur la gouvernance. On suit les normes nationales, mais on va au-delà de ça. On fait aussi des évaluations sur l'environnement et sur le social pour tous les grands projets. Ensuite, il y a l'analyse du cycle de vie du carbone. Pour voir ce qui se passe sur la chaîne de valeur, pour voir l'exposition au carbone, voir où nous pouvons décarboner et dans la chaîne de valeur, du point de vue stratégique. Et ensuite, la deuxième question. La première question, c'était ça. Comment inclure l'ESG? Quelle était la deuxième question? Comment utiliser l'ESG pour évaluer l'agriculture durable et les produits d'agriculture durable? Eh bien, je pense qu'il y a un indicateur qui compte beaucoup avec les banques du secteur privé. Il nous donne beaucoup d'indicateurs, en fait. Les emplois directs créés, indirects créés, effets sur le GNI, sur le PIB, partage des bénéfices avec les agriculteurs, etc. Bref. Il y a un deuxième jeu d'indicateurs qui viennent du régulateur. Ça, c'est important aussi d'avoir l'aspect réglementaire pour avoir les droits opérationnel, de fonctionner. Donc ça, c'est le deuxième jeu d'indicateurs. Troisième jeu d'indicateurs, c'est de fixer les objectifs, de fixer nos propres indicateurs. Voilà ce que nous voulons faire. Est-ce qu'on arrive à atteindre nos objectifs, oui ou non? Et puis on a une chaîne de valeur peu carbonée, qui est circulaire, avec un contenu local, achat local, diversité, l'inclusion, tout est compris dans notre modèle économique et on résout le problème complexe de la chaîne d'approvisionnement. Et ensuite, on crée aussi nos modèles en partenariat et on évalue notre réussite sur la base des indicateurs que nous avons produits. Merci. Merci. Nous avons 5 minutes pour les dernières questions. Hugo. Est-ce que votre projet est réplicable ailleurs? Terra fertile. Quelles sont les conditions pour que ça marche? La réponse, déjà, c'est oui. Mais, et là, c'est un gros mais. Du côté agriculteur, nous vous demandons de répondre à toutes nos exigences. Et nous sommes vraiment stricts là-dessus. La qualité, le prix, la sécurité alimentaire, etc. Ce qu'il faut, c'est vous en cantonner à ce qu'on appelle, nous, la clé principale qui ouvre toutes les autres portes. Il faut être discipliné, il faut suivre la structure de coût et penser à votre rentabilité à augmenter. Dans cette structure de coût, nous incluons un certain nombre de choses. La durabilité, le développement durable, bonne utilisation de produits chimiques, agricoles, l'agronomie, tout est compris. C'est pas facile d'avoir la discipline pour faire tout cela. En Amérique centrale, la plupart des agriculteurs ne connaissent pas les chiffres par hectare. Ils ne savaient pas combien de produits utilisés à l'hectare. Et donc, ce que nous avons fait a bien marché.
Du point de vue entreprise maintenant. Il faut une équipe de professionnels. C'est le cas de Tierra Fértil. Nous avons des experts dans plusieurs pays, Salvador, Costa Rica, Nicaragua, etc. Et nous aidons les agriculteurs par des initiatives avec appui technique venant d'agronomes. Nous leur permettons d'avoir des lignes de financement. Nous leur donnons l'accès à la technologie. Et nous les aidons à utiliser les déchets de la ferme pour réinvestir, pour réduire les coûts et pour aussi réduire la quantité de déchets et leur impact. On leur donne tout ce dont ils ont besoin. Tout ce qu'on leur donne pas, c'est de l'amour. Parfois, on en a besoin dans ce métier. Voilà la base. C'est ça qui constitue le programme Tierra Fértil et ça marche très bien. Nous arrivons à avoir une chaîne d'approvisionnement qui est plus solide et fiable en Amérique centrale. Merci, il nous reste 5 minutes, 10 minutes pour quelques questions venant de la salle, si vous avez des questions. Il y a une question là-bas. Merci, je peux y aller? Déjà, merci beaucoup. C'est très intéressant tout ça. Les défis sont importants. J'ai une question à poser. Quel est le rôle de ce qu'on appelle l'additionnalité dans votre démarche? C'est pour vous, Jacob. Est-ce que vous avez cette dimension additionnalité, comme on l'appelle? C'était la question à Lorraine, c'est ça? Ah non, on prend plusieurs questions, d'accord. Merci. Je suis Inès Févillier, je suis enseignant-chercheur, mais en même temps consultante au Congo-Brazzaville. Alors, quand on demande au secteur privé de financer l'agriculture, ce n'est pas mieux de leur demander plutôt de préacheter. Je ne sais pas comment, moi je suis juriste, je ne sais pas comment vous le dites en économie. C'est-à-dire que Walmart, il me semble, hein, je ne sais pas s'ils l'ont dit, est-ce que vous achetez par avance aux agriculteurs leurs produits? Parce que dans mon pays, au Congo, on importe beaucoup, donc dans les 500-800 milliards de francs CFA, et on se demande si cet argent-là ne servirait pas plutôt à financer l'agriculture locale. Mais quel est le mécanisme à nous les juristes de trouver, ou à eux? Mais je pense que le secteur ne peut pas financer comme ça, comme le secteur public. Hein. Il faut qu'il y ait du business, intégrer les agriculteurs dans la chaîne de valeur, comme vous l'avez dit, des grandes sociétés qui achètent. Merci. Sorry. Hi everyone. Bonjour à tous. Je m'appelle Laurie, je travaille pour le mouvement de commerce équitable, Fair Trade. On parle beaucoup de différents types de financement, public, privé, subventions, prêts, etc. Mais on n'a pas parlé de la valeur des produits que les agriculteurs produisent finalement. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas vraiment de commerce? Parce qu'on sait que ça a été une source d'inégalité depuis 10 ans. Mais si on mettait à la base de tout ce qu'on fait des pratiques de commerce équitable, de fair trade, eh bien, je pense qu'on ferait beaucoup avancer les choses. Par exemple, la base de tout ça, c'est de payer le produit avec une somme qui recouvre les coûts de production, tout simplement, pour commencer. On parle d'accès au financement à des petits agriculteurs, alors que là, on a un canal qui va directement vers eux. Ça peut être quelque chose, un système qui s'autofinance, qui n'aura pas besoin de financement à long terme.
Et ça peut être aussi une bonne façon de créer un filet de sécurité sociale. Donc ma question à tous et chacun d'entre vous, c'est en tant qu'organisme, est-ce que vous avez des stratégies pour encourager le commerce équitable? Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que, par exemple, quand vous travaillez avec des petits commerçants, vous faites ça? Et si vous ne le faites pas, est-ce que vous seriez prêt à vous engager dans cette démarche de commerce équitable? Bonjour, Brice Moreau de Colit. Une question pour Walmart. Vous nous avez présenté des études de cas très intéressantes sur la façon dont on peut avoir de l'impact avec le financement, mais je crois que surtout la question, c'est d'amener de l'argent à la bonne échelle pour avoir les bonnes solutions. Je sais que Walmart travaille à un niveau très élevé, mais à votre échelle, on parle de dizaines de millions plutôt. Donc à l'échelle de Walmart, est-ce qu'il y a une stratégie vraiment très claire sur la façon d'amener ce programme à l'échelle générale de Walmart? Et puis, pour Avondale, vous avez des histoires très intéressantes aussi dont vous nous avez fait part, mais tout ça, ça se base sur un engagement volontaire. Et ce n'est qu'une partie de ce que vous faites. Donc la question, c'est comment est-ce que vous redirigez les flux de capitaux vers ce genre d'activité? Et on a une question sur le chat. Une question pour Hugo. Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier des différents types de mécanismes de financement dont vous nous avez parlé? Voilà. Bonjour. Alors moi, je m'appelle Diallo Fatoumata. Je travaille dans des projets de développement effectivement en Afrique, notamment au Sénégal et en Guinée. Et j'aurais une question pour Madame Elisabeth Aurélie. Pardon. Alors ma question se porte sur la question de la main-d'œuvre. Tout à l'heure, elle a parlé d'une machine agricole qui permettrait de réduire le coût lié à la main-d'œuvre. Et je voudrais qu'elle nous explique un peu plus sur cette question parce que je suis plus portée sur les objectifs de développement et notamment sur la réduction de la pauvreté. On sait qu'aujourd'hui, le manque d'accès à l'alimentation est plus lié à une question de pauvreté que d'autres choses, notamment l'accès aux aliments. Et si on réduit un peu le personnel agricole et que, enfin, des gens qui travaillent dans l'agriculture, comment est-ce qu'on pourrait couvrir ce besoin? Donc c'est ça ma question. My name is Pierre Jacquet. I'm from the Pierre Jacquet du Conseil scientifique de Farm. Je souhaite d'abord tous vous féliciter pour ces initiatives. Ce matin, Jo nous a parlé de l'impact washing et elle nous a demandé de faire bien attention à ça. Alors, il y a 3 choses ici. Tout d'abord, j'ai l'impression que ce n'est pas très bien défini. C'est très, très pluridimensionnel tout ça. Comment s'articulent toutes les dimensions entre elles? Est-ce qu'elles fonctionnent toutes dans le même sens? Est-ce qu'on pourrait avoir un impact positif dans une dimension et puis un impact négatif dans une autre? Donc, qu'est-ce qu'on appelle vraiment l'impact, en fait? Qui décide de la définition et qui choisit de la façon dont on mesure les différentes directions dont cet impact peut aller? La deuxième question s'intéresse à la méthodologie, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ces mesures d'impact qui sont effectuées d'une manière comptable et qui ne tiennent pas compte de la causalité ou de l'additionnalité. On ne passe pas assez de temps sur la définition des contrefactuels, par exemple, et donc ça rend la chose un petit peu difficile. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment sont effectuées ces études ces études d'impact, pardon. Et puis,
la façon dont les fonds à impact mesurent leur propre impact. Parce que ça, c'est quelque chose qui devrait être fait quand même de façon indépendante. Et je me demande si c'est vraiment toujours le cas. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus là-dessus? Merci. Merci beaucoup, ça fait beaucoup de questions. La première s'adressait, je crois, à Lorraine. Il s'agissait de la question d'additionnalité, des impacts. Est-ce que, Lorraine, vous pouvez répondre? Ah non, c'était pour Elisabeth, pardon. Les fonds à impact. Moi, je travaille avec Citizen Capital et l'additionnalité fait partie intégrante de leur stratégie, bien sûr, d'impact. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'ils regardent, en dehors de l'impact financier, ce qui, en plus, est créé en matière d'impact social, environnemental, par exemple. Et donc, ils se disent, voilà, c'est ça, c'est là qu'il faut arriver, et c'est à cette date-là qu'il faut y arriver. Et donc, même avant de signer le contrat, ils doivent s'assurer que le manager va vouloir suivre le même chemin, véritablement. Et que cette personne est convaincue qu'elle va créer et générer un certain impact. Oui, je voudrais ajouter quelque chose sur l'additionnalité, parce que la question, c'est est-ce que la méthodologie est standardisée? Oui, je crois que la réponse est oui. Je pense que la méthodologie pour les additionnalités est industrialisée, si vous voulez, en particulier dans le secteur du carbone. Parce que si vous regardez le carbone qui est produit dans tel ou tel marché, eh bien, si vous arrivez à démontrer que vous produisez moins de carbone, vous avez une prime. Si vous financez un mécanisme, si vous trouvez un mécanisme pour partager les revenus liés au crédit carbone avec les acteurs locaux, eh bien, vous aurez une prime, etc. Donc, je crois que ça répond aussi à un des problèmes que vous avez soulevé, qui est que un impact direct, parfois, ça peut être un petit peu trompeur, parce qu'on peut avoir un impact direct positif et un impact direct négatif sur quelqu'un d'autre. Donc je pense que dans les nouvelles hypothèses d'investissement, on essaye de tenir compte de tous ces impacts additionnels, en plus de l'impact cœur, de l'impact principal qu'on a identifié comme étant le levier du projet. Donc c'est quelque chose qui a bien été identifié, un système de mesure qu'on a bien identifié. Oui, et puis pour revenir aussi à la question de savoir qui décide s'il y a eu un impact ou pas, évidemment, ce n'est pas les fonds à impact, je suis d'accord, et ce n'est pas à eux de le faire, bien sûr, mais ce que je voulais dire, j'ai parlé de Citizen Capital, c'est que c'est les investisseurs qui sont autour de la table. Et au bout d'un moment, il y aura des tiers, un tiers. Mais l'impact, c'est quelque chose qui est relativement nouveau comme concept. Donc si quelqu'un parle de l'impact et dit « Ah, là, vous avez bien fait, là, vous avez un petit peu moins bien fait », je pense qu'il faut attendre un petit peu pour pouvoir avoir des experts qui seront en mesure de dire « Voilà, vous avez fait ceci et cela ». Donc ceux qui sont autour de la table, c'est les investisseurs qui mettent l'argent au travail dans les fonds à impact. Par exemple, un des plus gros investisseurs et un des plus compétents aussi dans les fonds à impact, c'est le EIF. Donc ça, c'est en Europe et partout ailleurs. Donc, j'ai travaillé avec eux, avec le EIF, et ils sont des investisseurs et ils sont en mesure de dire on a atteint l'impact recherché ici et ici. Donc, c'est à partir de là que vous pouvez définir vos intérêts accrus et que vous pouvez les recevoir. Merci, Elisabeth. On a d'autres questions sur le commerce équitable, sur l'achat à l'avance aussi, et puis sur la valeur des produits, la valeur des marchandises produites et comment les flux de capitaux sont ensuite redirigés vers les agriculteurs. Peut-être qu'il y a plusieurs intervenants qui sont en mesure de répondre à cette question. La première question, la dame qui a parlé des paiements à l'avance, des prépaiements. Alors non, Walmart ne fonctionne pas comme ça. Ce que nous faisons, c'est que nous avons un plan annuel
dont nous faisons part aux fournisseurs et aux agriculteurs, et nous essayons de nous y tenir dans la mesure du possible. Ensuite, si ils dépassent ce plan, eh bien, on s'arrange. Ou alors, ils sont libres, bien sûr, de vendre leurs produits à qui ils le veulent, à qui ils veulent. Mais le coût de production sera toujours le même, et toujours en dessous du prix de vente, bien sûr. Deuxième question. L'échelle du programme de financement. Tout d'abord, il faut bien comprendre que c'est pas le business de Walmart, le financement, c'est pas notre cœur de métier. Mais en fait, on s'est aperçu que si on ne faisait rien pour aider les agriculteurs à avoir de meilleurs résultats, à avoir accès aux technologies, à avoir accès à la connaissance en particulier, à envisager différentes façons de penser, de faire les choses, personne n'allait le faire. Donc, notamment les ministères de l'agriculture en Amérique centrale ne fonctionnent pas de façon optimale. Et le développement agricole est vraiment très très mince dans nos pays. Et très souvent, elle est à la botte de l'industrie chimique. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez vendre vos produits, eh ben, vous imaginez bien ce qu'ils vont faire pour pouvoir encourager les agriculteurs à utiliser leurs produits pour avoir des rendements meilleurs et donc un chiffre d'affaires supérieur. Et pour moi, ça, c'est pas acceptable. Donc, il faut trouver des stratégies pour permettre aux agriculteurs de vivre de leur activité et de faire ce saut vers des meilleures conditions. Et nous sommes toujours en train de chercher la meilleure façon de les aider, bien sûr, mais pour l'instant, ce que nous avons fait semble avoir fonctionné. Et nous ne proposons pas de financement direct. Et nous pouvons servir de passerelle entre les agriculteurs et les banques ou d'autres institutions que nous, en tout cas. Mais de toute façon, je ne peux pas vous dire quand ce système va s'arrêter, mais ça risque de prendre du temps. La troisième question concernait le commerce équitable. Vous n'avez pas tort. On essaye de ne pas importer les produits. Enfin, en tout cas, pas les produits qui peuvent être issus de notre activité dans notre pays. Il faut s'assurer en tout cas qu'ils sont produits en accord avec les lois des pays en question, par exemple. Il faut qu'il y ait des audits des fournisseurs pour s'assurer qu'ils respectent les bonnes pratiques agricoles, les bonnes pratiques industrielles. Ils doivent aussi employer uniquement des personnes qui ont l'âge légal de travailler. On ne peut pas avoir d'enfants travaillant dans les exploitations agricoles. Il faut qu'ils appliquent un salaire minimum. C'est pour ça que ce n'est pas facile pour eux de travailler avec Walmart, parce que Walmart a des niveaux d'exigence très très élevés. Et il y a des producteurs qui dirigent leurs produits vers l'économie informelle. Et l'économie informelle, elle ne vous demande rien, elle ne fait pas d'audit, elle ne s'intéresse pas à la façon dont sont produits les marchandises. Donc oui, nous avons des mesures de commerce équitable. Et si vous faites vos courses chez Walmart, vous pouvez être assuré que le produit correspond aux normes de commerce équitable du pays où il a été produit. On parlait aussi de l'impact social et de la causalité entre le financement et l'impact. Je suis désolée, on ne va pas avoir le temps de répondre à cette question. Un dernier mot peut-être pour conclure, Jacob. Est-ce que vous voulez dire quelques mots de conclusion ? Par exemple, les banques privées, elles proposent des produits bancaires. Par exemple, nous avons
un service spécial pour les prêts. Nous avons une fédération qui finance énormément de start-up dans le secteur de l'agri-industrie, de l'agrotechnologie. J'aimerais vous dire que nous avons une responsabilité sociale, vraiment. Nous voulons développer le secteur agricole dans nos régions, parce que c'est vraiment important pour nous de mettre en œuvre cette responsabilité sociale. Ça fait partie de notre activité, de notre cœur de métier. Merci. Merci beaucoup, Jacob. Eh bien, je crois que c'est la fin de cette deuxième table ronde. Merci à tous pour vos interventions.